Bonjour et bienvenue à la TwitchCon 2023. On est dimanche, c'est le jour 2 et évidemment c'est la conférence que vous attendiez ou que vous redoutiez peut-être le plus. Évidemment, il n'y a pas de politique sur Twitch, mais on va parler de politique aujourd'hui et de jeux de rôle politique. Pour les plus assidus d'entre vous, hier il y avait déjà une conférence sur les jeux de rôle, les tabletops virtuels à distance. Il y a une partie d'ailleurs des conférenciers qui sont là. Mais là, on va parler d'une autre niche du jeu de rôle, puisqu'on va parler de politique au sens large du terme. Et pour ça, c'est drôle, puisque je vais accueillir des gens avec qui je participe à quelques-uns de ces projets. On peut les applaudir. Fibre Tigre, bravo. Luciano, Lydia __M bravo. Et Daz JDM. Bonjour à vous, ça va bien? Salut. Ça va très bien. C'est OK. C'est OK. Donc Lydia, suspense, ça va? Ouais, ça va super bien. OK, Lydia au top, Fibre au Non, pire. je suis bien. Je suis un peu frais, mais je suis bien. Oui, c'est froid. Il fait froid, ouais. Donc attention, Fibre Tigre pourrait peut-être partir en vrille durant la prochaine heure, mais c'est pas grave. Je crois qu'il a mangé. Donc ça va, il a mangé. On va parler de jeux de rôle politique à travers Game of Roll, qui est donc ce projet qui est tenu par les personnes autour de cette table et moi-même, sachant qu'effectivement une des spécificités de Game of Roll, le projet, eh bien c'est d'attaquer des sujets un petit peu différents de d'habitude. Je vais mettre, regardez-moi ces beaux visages qui apparaissent sur votre écran. Ah ouais. On voit qui est le gentil du groupe quand même. Hein. Ah, de fou. On voit qu'il est gentil du groupe. Et juste avant du coup qu'on attaque le sujet, petite présentation pour les gens qui ne vous connaissent peut-être pas. Comment vous êtes arrivé au jeu de rôle ou à l'actual play, que ce soit devant la caméra pour Daz, pour Lydia, pour Fibre, ou derrière la caméra pour Luciano? Luciano, tiens, commençons par toi, puisque toi tu es derrière la caméra. Ouais. Moi j'ai découvert Fibre sur la JVTV, où j'étais technicien chez Webedia, et puis j'ai adoré. Et en arrivant chez Gozulting, j'ai directement dit, quand ils se sont séparés de Webedia, j'ai directement dit il faut absolument le récupérer. En plus, MV voulait absolument faire quelque chose. Et vu que je suivais beaucoup, voilà, moi je suis un peu un fanboy en fait. Voilà. Donc tu es un fanboy, tu t'es incrusté à... Ouais, je suis un fanboy et voilà. Tu oublies de dire que tu avais déjà essayé de débaucher toute l'équipe quand on était encore à la JVTV, oui. Victor. Voilà. Daz, comment tu as découvert l'actual play en général avant qu'on parle de politique? En faisant. Merci Daz, c'était une très bonne intervention. Il sera disponible pour des questions-réponses bien sûr à la sortie de la salle. À votre service. Oui, non, en podcast déjà, on avait fait notre premier jeu de rôle à l'époque de Studio 404. Qui était déjà pas dans un décor fantasy, on en reparlera avec Fibre, qui était dans un setup de start-upper. Oui, complètement, et ça nous avait bien plu, et après effectivement il y a le projet qui s'est lancé. Alors il s'était lancé initialement avec MV il y a longtemps, et j'étais déjà dans la rotation, et puis après on est passé chez Webedia, et ensuite on est sorti, et voilà quoi. Et retour chez MV. Lydia, comment t'es arrivée? Alors, si on parle d'actual play, même au jeu de rôle, au GN, à d'autres expériences de jeu de rôle avant de rejoindre Game of Roll? Oui, moi du coup, on est amis depuis longtemps et je faisais déjà du jeu de rôle avec des amis et du GN. Et du coup, Fibre et toi, là, vous m'avez proposé de participer à l'émission, même si j'étais pas ton premier choix, hein, Fibre. Ah, les dramas. Même le 7e. C'est trop compliqué à expliquer. Pourquoi tenir un panel informatique alors qu'on pourrait laver notre linge sale en famille, en public? Moi, je trouve ça magique. Fibre Tigre, comment as-tu découvert le jeu de rôle et l'actual play? Alors l'actual play en particulier, pas du tout par les actual play de Twitch, mais par un film finlandais, non, islandais, excusez-moi, qui s'appelle Astropia, que je vous invite à voir. Très, très bon film islandais sur une personne qui cherche une bimbo qui cherche un emploi, qui le trouve dans un magasin de jeux de rôle, qui ne sait pas ce que c'est que les jeux de rôle, mais elle en vend, et on lui fait faire une partie de jeux de rôle, et il y a une mise en scène de la partie de jeu de rôle qui est très intéressante. Et moi qui aime bien le jeu de rôle, j'ai toujours aimé ça. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais pote de MV, mais pas du tout parce que c'était un streamer, mais parce que c'était un auteur de musique de jeux vidéo, et moi-même je travaillais dans l'industrie du jeu vidéo à l'époque, indé. Et je lui ai dit, écoute, c'est ce qu'on pourrait faire, du jeu de rôle filmé. Et il a dit, ouais, c'est cool, il y a moyen. Et je sais pas, enfin, vous connaissez tous Mister MV qui est un streamer très influent. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste et vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Ce qui fait que pendant 2 ans, on a fait des pilotes. Et on est arrivé à une... Et comme c'est quelque chose qui a évolué complètement indépendamment, notamment de Critical Role, on a un objet qui est un actual play français et qui est très très différent de Critical Role sur tous les aspects. Et c'est mon métier depuis, et aujourd'hui c'est vraiment mon métier à temps complet
de gérer cette actual play. Voilà. MJ à temps complet, un rêve pour beaucoup de personnes dans la salle. On parle justement de donc, le jeu de rôle qui a été monté, qui est dans un setup fantasy, qui s'appelle Aria, qui vient piocher dans beaucoup dans beaucoup d'univers. Il y aura peut-être de la science-fiction plus tard, mais quand même des univers fictifs. Là, on va se concentrer sur, vous voyez que ce sommaire, des univers qui ne sont pas fictifs, ou alors de l'inclusion de situations, de remarques, de blagues qui ne sont pas fictives ou qui sont liées un peu à l'actualité, à la société actuelle dans des univers fictifs. Et on voulait parler de ça et effectivement de ces différentes expériences, j'ai envie de dire, qui ont été faites. On va revenir un peu plus en détail dessus. Là, vous voyez, c'est ce que vous avez fait avec le CNES, si je ne m'abuse. Oui. Donc, et on va voir qu'il y avait quelque chose qui est revenu, c'est que souvent dans les setups politiques, il y a aussi de la pédagogie qui est mise en place. On en parlera aussi avec Lydia, avec notamment des expériences d'autres one-shots que vous avez fait. Mais donc, on parlera notamment du CNES. On parlera du fameux Les Deux Tours avec France Info, qui a été fait avec France Info, ce qui a été fait notamment au Z-Event, ce qui a été fait avec Arte, et aussi même toutes les possibilités, jusqu'où on pourrait aller en fait en termes de setup, et comment on pourrait challenger à l'infini un Luciano en disant on va faire un Game of Thrones Justice, un Game of Thrones Les Rues Brûlent, des choses très, très sympas. Je commence avec ce slide. Et ça tombe bien parce que je ne sais pas ce que c'est. Et je pense que même, je suis pas sûr que tout le monde autour de la table sache ce qu'est ce jeu, en fait. Fibre, pourquoi tu as voulu commencer par ce jeu? En fait, si on doit évoquer des sujets politiques sur Twitch, pas dans le cadre d'un talk show, mais d'une fiction, et l'actual play, c'est une des deux formes de fiction qui existent sur Twitch. Il y en a deux, c'est le jeu vidéo, c'est-à-dire on évolue dans une fiction, ça peut être du GTA RP, ou le jeu de rôle. Et il se trouve que le jeu de rôle, il a un système de jeu. C'est-à-dire, par exemple, Donjons et Dragons, vous allez avoir une fiche de personnage et vous allez devoir connaître des règles et y jouer avec. Ce que je veux dire, c'est que le système, il n'est pas innocent. Il transmet un message. Dans Donjons et Dragons, là, pour les gens qui nous écoutent de l'étranger, nous, on est français. Même si on a une politique et un gouvernement plutôt de droite aujourd'hui, on a quand même un héritage socialiste. Et si vous voulez, dans Donjons et Dragons, quand on prend les choses de loin, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu de rôle dans lequel on tue des gens pour devenir plus fort, pour tuer des gens plus forts. Voilà, c'est un peu le cœur du système, d'une certaine façon. Et quand on a ce système-là, forcément, quand on a une fiche de personnage dont en haut à droite, il y a marqué « combat », dans un CV, par exemple, quand vous cherchez un emploi, vous n'allez pas mettre vos statistiques de combat dans un CV. Quand vous avez ce système-là, forcément, le combat, ça va être votre approche de résolution des situations. Vous avez une porte, vous allez la défoncer. Vous avez un mec qui vous dit non, vous allez le frapper, et ainsi de suite. Et donc, là, c'est un jeu un peu indépendant dans lequel on joue des jeunes qui travaillent chez un disquaire et il y a leur star préférée qui arrive dans la journée, donc il faut absolument la rencontrer. Donc là, il n'y a pas du tout de statistiques de combat. Et justement, on va vivre une aventure qui est différente. Et ce que je veux dire par ce système-là, c'est que si on a l'ambition de raconter des choses qui sont autre chose que de tuer des créatures, eh bien, il faut avoir un système qui est objectif ou adapté. Voilà. Ça veut dire que dès le système de jeu, c'est politisé? C'est-à-dire que je vois mal parler du drame de naufrage de l'Erika pour la Ligue de protection des oiseaux avec un système de Donjons et Dragons. Parce qu'à aucun moment, on va sortir une épée pour se battre. Il faut sauver des oiseaux. C'est vrai, c'est vrai. Justement, on va parler d'une des expériences les plus marquantes sur ce système de jeu que tu as inventé aussi. On ne se tue pas vraiment, mais on se volait des gens. C'est presque pareil, voilà. Donc au lieu de te dire je t'ai fait 3 points de dommage, on disait je t'ai volé 3 pauvres et 2 CSP+. C'était des formes de points de vie. C'est le Game of Thrones Les Deux Tours, en partenariat avec France Info, pour les gens qui ne l'ont pas vu. Là-dessus, évidemment, Fibre, je veux bien que tu me repitches un peu le projet. Après, on parlera avec Das de la participation. Et c'est comment on joue, comment on roleplay là-dedans. Là, c'est un jeu de rôle de politicien, encore plus qu'un jeu de rôle de politique. Et Luciano aussi, peut-être, sur tout ce qui a été le visuel, comment on gère ça. C'est très différent, évidemment, de montrer une carte avec un donjon et des bois hantés. Fibre, comment est né ce projet, du coup, de faire un jeu de rôle sur les élections présidentielles?
Le pitch, en 2 mots, c'est un projet qui avait déjà été travaillé avec Le Figaro, mais le pitch, c'est nous sommes en septembre 2019, 2019, et en gros, les partis d'extrême droite en France sont crédités dans les sondages de 15 à 30%. Il y a un désintérêt total des jeunes pour la politique en France, et il y a une inexistence quasiment du discours politique sur Twitch, et il y a une omniprésence du discours politique dans des médias qui ne sont pas regardés par les jeunes, par exemple la télévision qui a une moyenne d'âge de 65 ans. Et donc il y a cette idée de dire, j'en parle à Gozulting qui est mon producteur, qui est de dire comment on peut faire une émission objective, c'est-à-dire qui ne va pas dire du mal ni de l'extrême droite ni de l'extrême gauche, qui va juste présenter les faits et donner une culture politique rudimentaire pour des outils aux jeunes pour décrypter des discours, tout en s'amusant, tout en séduisant suffisamment des influenceurs pour leur dire le projet est sexy, venez et jouez. Et donc, il y a un truc qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière. Les 2 tours, c'est 9 mois de travail. Le CNES, tout à l'heure, Mission Lune, c'était également 9 mois de travail avec des scientifiques. Donc on a monté une émission qui voulait atteindre tous ces objectifs. Voilà. Je montre juste un petit extrait avant d'interviewer Daz sur son ressenti. Si ça marche. Si ça marche pas. Non? Si? Je crois que ça marche pas. C'est pas grave. On fait un doublage? On fait en live? Non, ça a l'air de bloquer là-dessus. Bon, c'est pas grave. On le passera plus tard. Du coup, je passe à toi, Daz. Donc, Daz était participant avec un rôle de composition, bien sûr. Complètement. D'un homme de droite, dur. Et on se posait tous la question, comment tu roleplay là-dessus une personne qui est dans ta zone de confort, hors de ta zone de confort. Et effectivement, comme le disait Fibre, on n'a pas de compétences d'agilité, d'intelligence, de force, de saut, mais on a juste des programmes. On doit réagir à des actualités, on doit essayer de torpiller les adversaires. Et comment tu as vécu ça sur les différents sujets qui ont été abordés? Parce qu'on rappelle aussi que vous étiez confronté à des gros sujets de société. Il fallait réagir dessus et voir si vous aviez grappillé ou perdre des voix. Des sujets réels en plus. En vrai, c'était compliqué, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'étais dans la première. Et que c'était avant les élections. Et que si j'avais joué le même rôle entre les 2 tours, je pense que je l'aurais un peu moins bien vécu. Parce que on sait qu'on va jouer un personnage dégueulasse. Attends, quel était ton personnage? Quel était son alignement? Oui, alors, moi je jouais un personnage qui s'appelait Stanislas Lagolzitouni. Oui. C'était un genre d'Éric Zemmour, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte de 2 choses. C'est que premièrement, le cadre dans lequel tu t'exprimes structure quand même pas mal ta pensée. Et quand tu te retrouves dans un vrai studio de radio, de vraie radio nationale, en fait, tu es un petit peu pétrifié par le truc. Je pense que si ça avait été chez Gozulting, comme tous les Game of Thrones, j'aurais été beaucoup plus freestyle. Et, parce que t'étais pas freestyle là? Non, non, justement. En fait, c'était très dur parce que, en vrai, une personnalité comme Éric Zemmour ou tous les gens d'ultra-droite, on est au-delà de la caricature dans ce qu'ils proposent. Donc c'est très dur de justement essayer d'exagérer le trait parce qu'ils sont déjà à fond les mecs, tu vois. Donc très très compliqué et notamment quand on a abordé par exemple l'histoire des migrants qui se noient en Méditerranée. Oui. Moi avec mon personnage, je crois que Zemmour avait dit un truc du style vaut mieux que ça soit leurs enfants plutôt que les nôtres, tu vois. Et moi j'ai pas pu en fait. Donc c'est là où le roleplay, les sensibilités personnelles. Je peux pas parce que c'est beaucoup trop outrancier, j'arriverai pas à le faire, tu vois. Donc en fait j'ai plutôt orienté le personnage sur un délire de un peu à l'américaine, tout le monde doit s'armer pour se défendre. Voilà, les balles à ailettes, ce genre de trucs, pour pouvoir en fait, tu vois, faire en sorte de construire des fusils qu'on puisse mettre dans les mains d'enfants pour qu'ils puissent se défendre parce que ça commence très tôt. C'était plus ce genre de truc où là, quand on le dit, on sait que c'est n'importe quoi, tu vois, parce qu'on n'est pas encore, nous en France, à ce niveau-là du débat. Par contre, sur toute la partie flux migratoire et drame humain, c'était super compliqué en fait de tenir cette ligne-là, juste parce que en fait moi j'ai un cœur, tu vois, donc c'était un peu dur quand même. Ça c'est un des premiers gros takeaways de cette panel, c'est que Daz a un cœur. Ouais, retenez bien ça les amis. C'est très important. Daz était sur la ligne de crête, du coup sur ce jeu expérimental entre le roleplay, où effectivement c'est plus compliqué
de dire des migrants sont morts, tant pis, que de tuer 3 gobelins et 2 orques, peut-être, Exactement. d'une certaine manière. Victor, toi qui étais donc à la réal, à la prod, tu représentes Gozulting, qui produit la plupart des projets de Game of Thrones et les Folies de Fibre. Comment on t'a essayé de trouver aussi un langage, puisque le but était quand même de naviguer constamment entre deux eaux, entre quelque chose qui était réaliste, voire troublant. Des gens étaient troublés, ils avaient l'impression que c'était une vraie émission avec des vrais journalistes de France Info, les vrais plateaux, les vrais cadres. Et puis des éléments de jeu que vous avez créés aussi, qu'il a fallu représenter comme l'électorat. Alors déjà, la première chose, c'est que moi, mon travail, quand Fibre vient avec une idée, c'est d'essayer de l'appliquer et de faire en sorte que ce soit compréhensible par les gens qui regardent. Ce qui n'est pas toujours évident. Et là, ce qui était très très important dans les 2 tours, c'était de réussir à faire comprendre qu'il y avait effectivement un électorat, qu'on perdait, qu'on gagnait, etc. Fibre est venu avec l'idée des petits galets, par exemple, qui fonctionnaient assez bien, mais il fallait réussir à les filmer, mais c'est un détail. Le côté très important de les 2 tours, je pense, c'est qu'on n'aurait pas pu le faire sans France Info, parce que ça apportait une neutralité et on va dire une légitimité à faire un peu ce genre de contenu. Donc le plus important, ça a été de fonctionner avec France Info, de mettre du vrai avec du faux, parce qu'effectivement, il y avait Jules Dequisse qui était là et qui apportait des vrais brefs de presse et d'autres qui étaient fausses. Donc c'était un mélange des deux qui a été pas évident à gérer, notamment avec France Info, qui est forcément un peu très réticent à mélanger la fiction, etc. Mais qui, je pense, a été assez bien réussi. Et le plus dur, c'est juste ce calibrage de à quel moment on est dans le vrai, dans le faux, avec France Info. Ouais. Et c'est un gros travail de Fibre et de Jules Dequisse, du coup. Et on a tourné sur place, Ouais. donc tu étais dans les régies littéralement des studios de Radio France. Ouais. Autre challenge aussi ou pas ou... Ouais, parce que France Info, c'est pas le web, donc je vais dire vieillissant, mais c'est peut-être péjoratif. Donc c'est une autre manière de fonctionner qui n'est pas du tout la nôtre, où nous, on est sur des systèmes beaucoup plus faciles à faire, etc. Donc dès qu'on voulait afficher quelque chose, c'était une problématique et un enjeu. Donc il a fallu faire des coups et des mains. Je suis venu 3-4 jours sur place juste pour afficher un dé dans une télé. Donc voilà, c'était d'autres problématiques, mais je pense que le rendu est bien. Juste avant qu'on passe aux autres cas, est-ce que vous avez un post-mortem ou une envie pour une prochaine expérience similaire ou différente autour d'échéances politiques? Je ne sais pas, la politique étrangère, genre les élections américaines ou des choses comme ça qui vous botteraient? Et du coup, là, je m'oriente vers Lydia, parce que Lydia, tu as participé à d'autres projets, on en parlera dans quelques instants, mais c'est vrai que tu n'as pas fait les 2 tours. Non. Est-ce qu'il y a un équivalent que vous aimeriez bien faire sur d'autres occasions ou des modifications à apporter? Ouais, peut-être politique étrangère, peut-être pour essayer de mieux comprendre Oui, c'est vrai. comment ça se passe ailleurs. Il y a les échéances américaines là, qui vont arriver dans pas si longtemps que ça, en vrai. Moi, j'ai réalisé en faisant ce truc-là qu'il y avait certains trucs que je souhaitais pas forcément faire. D'accord. Et en vrai, j'ai pas envie de rendre sympathique des personnes exécrables, tu vois. Ça me dérange pas quand on est sur Game of Thrones parce que c'est de la pure fantasy. Mais me dire qu'il y a des gens qui sont peut-être pas forcément politisés, qui vont voir le truc et qui vont être capables de dire mais ce programme, en fait, il est cool parce que le gars est rigolo, tu vois. Je me dis, en fait, je sais pas si j'ai envie d'avoir cette responsabilité-là, tu vois. C'est vrai qu'au final, au 2e tour, on aurait eu un techno-solutionniste contre un populiste. Ouais. Quoi. Donc, pas ouf, tu vois. Ouais, ça racontait des choses. Victor, est-ce que tu aurais des envies sur un autre projet ou des choses à changer? Je crois que sur la mairie de Paris, je trouverais ça très très drôle. Ah ouais. Tu vois. Ouais, Benjamin Griveaux, bien sûr. Je trouverais ça très très drôle. Avec un Ken Bogard, par exemple, qui défend les vélos, enfin tu vois, ce genre de choses. Ça cache drôle. Paris. Et non, effectivement, les élections américaines, c'est marrant, quoi. Enfin, en fait, je trouve que tu t'engages effectivement moins que quand tu caricatures un Zemmour, qui est même difficile. Enfin, voilà. Ouais, c'est plus facile peut-être de caricaturer. Enfin, plus facile, non, de caricaturer Trump que. Il y a une distance qui permet de quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Tout en expliquant. Fibre, est-ce qu'il y a quelque chose qui te botterait autour de ce que tu as vécu avec les 2 tours? Pour se rendre vraiment utile, je ferais bien un exercice, enfin à condition que les choses soient réunies, sur la désinformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, c'est il y a des fermatrolls en Russie, des choses comme ça. Et aujourd'hui, quand vous allez sur Twitter, en plus des problèmes de Twitter actuels, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, enfin de désinformation, qui sont à la fois par des pauvres gens qui pensent que
qui sont persuadés d'informations fausses, mais également il y a des activistes de l'information fausse. Et je trouverais ça intéressant de mettre en jeu des puissances qui veulent faire passer des messages de la propagande, en fait de la néo-propagande, pour que justement les viewers se disent « Ah, ça marche comme ça, donc intellectuellement je comprends les codes qui font que, qu'il y a un problème et que l'information que je suis en train de voir sur Twitter, en fait, elle est fausse. » Je donne un exemple, c'est que ce qu'on n'a pas dit dans notre exercice de France Info, c'est qu'il y avait des stratégies. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes d'extrême droite, dans le cadre du jeu, vous allez être contre les éoliennes. Parce qu'en fait, personne du marché de l'extrême droite n'aime les éoliennes. C'est-à-dire que quand vous dites « je n'aime pas les éoliennes », vous n'allez pas perdre de gens. Par contre, qui n'aime pas les éoliennes en France, c'est les retraités. Et les retraités, ils ne sont pas encore tous au Front National, mais par contre, il y en a qui détestent les éoliennes. Donc, c'est une bonne stratégie pour gagner des gens quand on est complètement cynique et qu'on n'a rien à foutre des éoliennes. Donc, l'idée, vous voyez, la stratégie fait que le jeu, quand on essaie de comprendre le jeu, de dire « je vais gagner, j'ai une stratégie », eh bien, ça nous fait comprendre les mécanismes et ça nous donne les moyens de défense au vers de la défense d'information. Voilà. Très bien, très bien, très bien. On passe au cas, au pluriel, suivant d'autres jeux qui ont été faits avec des setups, du coup, eh bien, moins politiciens, on va dire, mais avec des enjeux politiques et sociétaux. On va parler notamment d'écologie, on va parler de migrants. Il y a eu une session qui s'est faite au Z-Event, oui. Et qui a été organisée sur les thématiques autour des associations qui étaient bénéficiaires du Z-Event. En fait, et là-bas vous êtes partis, toi Fibre et toi Luciano, pour gérer ça avec une équipe un peu différente. Il y avait MV qui était là, bien sûr, mais après il y avait d'autres participants, ouais. C'était des gens du Z-Event. Est-ce que vous pouvez faire un petit retour? Et puis après, je voudrais qu'on parle aussi de ce que vous avez fait du coup autour des migrants, avec Arte, si je ne m'abuse, avec Lydia, du coup, qui a participé à ce projet. Mais commençons par celui-ci. Je laisserai Victor commenter la technique, mais en gros, l'idée c'est, comme tout jeu de rôle à dimension politique ou pédagogique, on a commencé par rencontrer des experts en leur disant comment ça se passe. Et en fait, la leçon que j'ai compris, c'est qu'ils sont crevés parce qu'il y a les oiseaux, donc la Ligue de protection des oiseaux, ils essaient de sauver les oiseaux et il se trouve que des millions d'oiseaux meurent tout le temps. Et c'est tellement déprimant qu'en fait, il y a un burn-out, il y a un turnover très fort. C'est pour ça que les associations sont... Le problème de la LPO, c'est que c'est difficile psychologiquement. Et donc, je me suis dit, OK, on va essayer de faire ressentir cette difficulté. Et on a choisi le pire événement possible de toute l'histoire de la Ligue de protection des oiseaux, qui est le naufrage de l'Erika, dans lequel il y a eu... ils ont pu sauver que 6% des oiseaux, sur, je sais pas, 300 000 oiseaux morts. Donc ils avaient 300 000 oiseaux qui sont venus, il n'y en a que 6% qui ont été sauvés. Et c'est intéressant parce que les gens, ni les viewers ni les joueurs n'étaient documentés. Et pour créer de l'empathie, j'ai commencé très soft, c'est-à-dire c'est des enfants, ils se font du vélo sur une plage, ils voient une mouette et ils disent bon je vais la sauver, puis le lendemain il y en a deux, et puis il y en a de plus en plus, ils ne savent pas comment faire et ça devient catastrophique. Et on a eu même Multia qui vivait très mal la chose. Tu vois, mais quand est-ce que ça s'arrête? Mais non, et ça s'est vraiment passé comme ça. Donc ça crée de l'empathie et ça permet de dire ok, je comprends ce que fait cette association, je comprends ce qu'elle subit. Et comme je fais un don, ce n'est pas simplement un don, je suis dans la grande fête du Z-Event et je donne des dons parce que c'est l'ambiance. Je le fais en conscience et ça permet de pérenniser les dons. Voilà. Au niveau de la tech, il n'y a pas grand-chose à dire. On était hébergé par ZQSD, qui a tout fait sur place, qui était très facile à bosser avec. Est-ce que c'était pas trop dur d'être avec les 55 autres streamers qui faisaient d'autres animations, d'autres trucs en même temps, sur un sujet un peu sérieux, ou ça jouait pas spécialement? Un petit peu, mais surtout que, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, mais Fib l'a bien expliqué, il avait bien mis l'ambiance, c'est que ils étaient quand même tous dans leur stream. Oui. C'était la teuf. Et puis ils arrivent et ils parlent de millions de morts d'oiseaux. Bon, tu vois, ça casse un peu effectivement le délire, mais ça recentre un peu le focus quoi, de voilà, l'action de LPO et qu'est-ce que ça faisait. Et c'était très réussi. Et alors nous, il y avait LPO, mais il y avait aussi juste avant nous un autre jeu de rôle avec Lincus, mais je crois que c'était Black Shepherd. Je sais plus C'est sur les gens qui essaient de sauver les baleines. Ouais, c'est ça. Et qui était aussi très intéressant, mais voilà, pas du tout sur de la fantasy et très actuel et un peu morbide quoi du coup. Bah oui. Et en parlant de morbide, je pose une question plus générale pour vous tous et toutes sur peut-on se marrer et s'amuser
s'amuser sur un jeu de rôle qui est comme reste un actual play. Mais j'attaque l'autre exemple auquel Lydia a participé, encore une fois avec l'inérable Fibre dans les quiz. Lydia, tu es une des participantes. C'était un jeu de rôle qui était une sorte de Paper Please, pour les gens qui connaissent un peu ce jeu vidéo, sur le système d'acceptation ou pas des migrants sur le territoire français, si je ne m'abuse. Et donc Lydia, toi tu avais un rôle qui était très difficile et assez sérieux, et puis assez roleplay, enfin assez strict d'une certaine manière. Tu peux nous le raconter, un peu le projet et ce que tu as fait? Oui, du coup, donc c'était pour sensibiliser par rapport à la loi immigration. Enfin, il y a pas mal de changements qui vont être faits autour de ça. Moi, je jouais une juge qui devait décider de laisser passer ou pas des migrants, avec une liste très précise de critères à respecter. Et l'impossibilité même de vraiment sortir de ces critères, quoi. Donc après, c'est vrai que je l'ai joué aussi très sévère par rapport aux critères pour me rendre compte. Vous étiez deux juges d'ailleurs. On était deux juges, ouais, c'est ça. Pour aussi se rendre compte à quel point remplir tous les critères, c'est extrêmement difficile. Et ça m'a mis un peu mal. Et c'était pas facile. Tu as été très RP du coup, tu as été très droite dans le respect des critères dans demandés. L'application des critères. Mais c'est un peu badant. Oui, oui, parce que en effet, de toute façon, le jeu de rôle, c'est vraiment un outil qui est utilisé même en thérapie, dans les entreprises, etc., pour vraiment se mettre à la place des gens. Et le côté vraiment pédagogique, plus le fait qu'on soit à la place des gens, qu'on vive le truc de l'intérieur, c'est, comme tu dis, FIP, c'est hyper important pour sensibiliser par rapport à un sujet. Là, être à la place du juge qui doit respecter ces critères quasi impossibles à respecter avec quelqu'un en face qui joue toute sa vie, c'est... Même à écouter. Hein. À écouter, moi j'ai regardé, c'était... C'est très prenant, quoi. Et du coup, c'était pas très... Celui-là était vraiment pas fun du tout. Je sais pas s'il y a eu des blagues sur celui au Z-Event, mais... Un petit peu, ouais. Ouais, alors que celui-là, il était vraiment... Jusqu'à ce qu'il découvre les millions de morts. Mais avant, il se marrait. Oui, c'est ça. Ouais, c'était plus jeu de rôle classique, du coup, parce que je l'ai pas vu. Mais c'est vrai que le nôtre, c'était très... C'était plus un exercice. Il n'y avait pas vraiment... C'était une suite de cas, en gros. Au début, Usul, qui faisait l'avocat un peu du... Pas de la défense, mais des personnes qui essayaient de rentrer. chaque cas, ouais. Ça. Se marrer un petit peu, et je crois que dès le deuxième cas, on était... Oui, voilà, après on était tous c'était un peu dur. Ouais, c'était très dur. Très instructif. Mais oui, du coup, par contre, assez indispensable et instructif, donc non, c'était une très bonne expérience quand même. Mais donc ça revient à une question aussi un peu centrale, parce que pour les gens qui connaissent Game of Thrones, c'est quand même un jeu de rôle qui se veut assez drôle, assez loufoque, qui ne respecte pas spécialement les règles. Il y a beaucoup de blagues méta, de quatrième mur. C'est plus une ambiance de potes qui se marrent ensemble à se raconter des histoires. Là, j'ai l'impression que dans le cas de Daz, on se retrouve des fois en ligne de crête sur « je ne peux plus aller là, mais là j'ai encore de la place pour rigoler ou pas », ou de Lydia qui dit en fait là-dessus, sur le rôle que je dois tenir, c'est quelque chose qui est plus pédagogique dans l'empathie, dans l'expérience humaine que dans le jeu de rôle. Est-ce qu'on peut proposer des actual play qui sont pas drôles et qui sont intéressants mais pas fun à jouer? C'est un peu bizarre à dire, non? Je suis désolé, je vais dire quelque chose de très pragmatique et business, parce que Twitch, c'est de l'argent. L'important, c'est l'audience. Attendez, coupez le stream, s'il vous plaît. Non, mais l'important, c'est l'audience. Oui, du coup, en fait, l'audience, elle cherche peut-être du fun ou des choses. Alors que là, c'est assez sérieux. Alors, on peut raconter des histoires tristes, mais non, comment dire, Twitch, c'est un média très jeune dans lequel il manque en fait, il y a du talk sport, il y a du talk politique, il y a du gaming, il y a du voilà. Et il n'y a pas de fiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Twitch et Netflix, c'est pas la même chose. Mais le support fiction, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est GTRP ou du jeu vidéo ou du l'actual play. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'actual play, même si on a beaucoup, et vous allez voir à la rentrée francophone, il y en a énormément d'actual play. Donc il va y avoir enfin un développement de la fiction sur Twitch, la fiction en direct. Et il n'y a pas encore suffisamment de fiction pour faire, à mon avis, des dramas. Voilà. Mais effectivement, le jour où il y aura une maturité, on va pouvoir avoir, un peu comme sur Netflix, des histoires d'amour. Moi, j'aimerais bien voir des jeux de rôle d'histoires d'amour, tu vois, où il y a vraiment... c'est une histoire d'amour ou de l'horreur pure. Et ça marche bien, mais vraiment dans le slasher, pas décalé dans lequel on vit un truc d'horreur, ou dans le mélodrame, tu vois. C'est des choses qu'on pourra faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se contente de faire des blockbusters parce qu'il faut quand même faire venir des gens dans le cinéma d'une certaine façon. Tu vois. Et aujourd'hui, je dirais que pour ajouter, les seuls
ActualPlay qu'on a réussi à faire sur des sujets un peu sérieux, donc LPO, etc., c'est parce que des associations ou des institutions viennent nous voir pour nous demander de le faire. Et sinon, en fait, effectivement, on ne les ferait pas. Hein. Typiquement, l'asile, c'est dur à faire juste comme ça, voilà, pour s'amuser, quoi. Du coup, la démarche était déjà politisée en acceptant de le faire, d'une certaine manière ou pas? Est-ce que c'est parce que Oui. vous dites je soutiens Là, la démarche? Oui, oui, finalement oui, forcément. Ah bah oui, forcément. Ouais, forcément. Ouais. Je vais encore parler d'argent très cyniquement, mais en fait, soit on fait une OP quand on est professionnel, soit on fait une OP et on est payé, soit on n'est pas payé. On ne peut pas être pas beaucoup payé, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, quand on n'est pas payé, il faut le faire parce que ça nous tient à cœur. Voilà. Et donc, souvent, ça a une portée politique. Après, j'ajoute juste un truc, c'est que moi, en tout cas, pour les 2 tours, qui est vraiment le seul actual play un peu réaliste que j'ai pu faire, j'avais pas du tout été briefé, tu vois. Ça, il faut expliquer aussi aux gens comment fonctionne Game of Thrones. Ouais, Comme, tous les comme à chaque fois. généralement, on apprend les choses à peu près le jour même, tu vois. Et pour un truc comme ça, dans un cadre aussi solennel que celui d'un vrai studio de radio, c'est vrai que moi, on m'a pas dit faudrait que ton perso soit comme ci, comme ça. On m'a juste dit choisis ton orientation et démerde-toi, tu vois. Donc je me dis, si on fait des trucs sérieux, mais avec une vraie volonté en tout cas d'informer, peut-être qu'il faudrait de temps en temps qu'on ait des briefs un peu plus, qui tiennent plus sur plus longtemps, plus long qu'un SMS, quoi, tu vois. Je te ferai des vocaux WhatsApp. Ah, merci. Toi, Daz, parce que tu es connu pour être un des joueurs les plus amusants sur les punchlines, on attend beaucoup de toi, notamment sur les punchlines, les vannes, la méta, etc. Est-ce que tu pourrais faire ce qu'a fait Lydia, par exemple, et rentrer dans un perso qui est 100% RP et qui est sur des guidelines assez strictes, dans un pur but, effectivement, d'engagement ou d'apprentissage? Ou est-ce que ça ne serait pas pour toi quand même? Si on me brief et qu'on me dit c'est comme ça qu'il faut le faire, je le ferai comme ça, tu vois. Mais moi, à la base, je fais du JDR pour m'amuser. J'ai pas envie de me flinguer à la fin de la session, tu vois. Donc, mais s'il faut le faire, moi, je prends une bastos pour l'équipe, mais il faut vraiment que ça soit. Non, mais il faut vraiment que ça soit édicté avant qu'on commence, tu vois. Genre, c'est ton cadre. Essaie d'en sortir le moins possible et let's go, tu vois. Après, c'est aussi l'école Game of Thrones. Il y a beaucoup d'improvisation. Ouais. Il y a énormément d'ouverture. Pour les gens qui ne savent pas, Fibre Tigre, c'est le Zelda Breath of the Wild des MJ. C'est-à-dire qu'il est très systémique. Hein, vraiment, on fait à peu près tout n'importe quoi et puis il crée des conséquences les plus logiques possibles, mais il laisse les choses ouvertes aussi. Est-ce que c'est pas l'idée aussi d'As de dire que il vous laisse beaucoup de liberté d'improvisation et peu de brief? Ben moi c'est ce que j'aime bien, tu vois, et c'est le côté un peu foutraque qui peut parfois énerver les viewers quand ils se rendent compte qu'en fait on fait n'importe quoi. Mais quand tu es dans un truc en partenariat avec une association de défense de quelque chose, avec un média installé, légitime, etc., je pense que il faut limiter le... Et c'est moi qui te dis ça, hein, ce qui est incroyable. C'est beau. Mais c'est parce que je suis conscient de mes propres limites, tu vois. Et moi, je suis OK pour m'amuser et balancer des punchlines, mais il faut quand même que ça ait du sens, tu vois. Donc ouais, envoyer des infos, envoyer des briefs. C'est le slide, hein. Voilà, on a des guidelines, on taffe un peu le truc. Fibre, toi, tu veux continuer à laisser un peu la surprise à tes joueurs et à tes joueuses, que ce soit les habituels ou les spécifiques? C'est inévitable parce que, en gros, je ne peux pas demander à un Antoine Daniel de venir à table et de lui envoyer en plus 2 pages à lire, à apprendre par cœur, tu vois. Et aussi un corpus de règles à apprendre. Je lui dis, tu sais quoi, viens les mains dans les poches, on va s'éclater. Le mec, il arrive, il est en forme, il a le smile, il est content, il a la pêche. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on a des bonnes personnes. Et c'est de ma responsabilité. Distribution de parole, intérêt dans l'aventure et à faire passer les informations, c'est de ma responsabilité à ce que tout se passe bien. Mais ce n'est pas de la responsabilité des joueurs. Et donc je ne veux pas que les joueurs se préparent, ça n'a pas de sens. Voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Bon ben voilà. C'est bien, on bosse en fait. Ouais, c'est bien, j'apprends des trucs moi. On bosse en panel. Là justement, on est sur cette partie de parler de tourne actual play sur tous les sujets. Est-ce qu'il y a des sujets, justement, parce que j'ai l'impression que globalement, les sujets que vous avez proposés ou qu'on nous a proposés ou qu'on vous a proposés étaient des sujets sur lesquels tout le monde était à peu près en accord. Est-ce que s'il y avait un sujet qui était important, mais sur lequel vous n'êtes pas forcément en accord, ou alors une institution qui apporte un sujet qui est important
mais l'institution, l'entité qui vous propose ça, vous n'êtes pas forcément en accord avec elle, sur un plan sociétal, politique, approche de vie. Qu'est-ce que vous feriez? Que feriez-vous, tiens? Oh, le rêve. Fibre Tigre, que feriez-vous? Et vous aussi, Lydia, Daz et Victor? Je vais juste leur donner une bille quand même pour qu'ils puissent avoir un débat, mais il y a un sujet qui revient régulièrement, c'est est-ce qu'on fait une OP avec l'armée? Oui, mais... Alors, je vous rappelle, c'est un sujet que Fibre Tigre apporte. Hein, voilà. Non, mais l'armée française a un budget conséquent et des moyens. Ils seraient ravis d'être sur Twitch. Ils ont un problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de streamers qui veulent travailler avec eux. Et pourtant, dans le cadre d'un Game of Thrones, ce serait intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'armée, ce n'est pas Winamax ou le PMU ou autre chose. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre Constitution, qui pompe quasiment un tiers du budget français. Donc ça fait partie de nos vies. Est-ce qu'il faut le blacklister parce que l'armée, c'est pas bien et on tourne la page? Et c'est un débat qui est en interne. Et je trouve que d'ailleurs, il pourrait faire l'objet... un bon jeu de rôle sur l'armée avec une armée qui ne nous casse pas les couilles derrière, tu vois, ça pourrait être effectivement la question de se poser, est-ce que l'armée est nécessaire et si oui, pourquoi? Voilà. Ah oui, non, mais alors, effectivement, je parlais ici d'un jeu de rôle en collaboration avec l'armée, pas juste nous qui décidons de manière totalement indépendante de parler de... Et un jeu de rôle qui parlerait de l'armée pourrait répondre à cette question-là, est-ce que l'armée est nécessaire, avec la prise de risque qui est de dire ben finalement, peut-être que l'armée n'est pas nécessaire, ce qui pourrait être une solution intéressante. Mais il faudrait que le client l'accepte. Le client serait heureux, ouais. Je pense que ça serait peut-être un peu contre-productif pour le client, justement. En fait, ce qui nous bloque sur ce truc-là, c'est précisément ça, en fait. C'est quoi? C'est justement de le faire en partenariat avec l'armée et pas juste de parler de l'armée, tu vois. Oui. Donc moi, j'aimerais que les clients acceptent aussi de se faire un peu tirer par le short et malmener, mais on sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Non, je ne pense pas que l'armée soit les plus joueurs. J'imagine que ça passerait moyennement. Ça dépend. On vient de faire une OP avec Assurance Habitation Crédit Agricole. On a sorti des dingueries pour une assurance, une banque, et des gens qui n'étaient pas... Les décideurs n'avaient pas 20 ans du tout. Et en vrai, ça passe, c'est juste. Je pense que ces institutionnels guindés qui sont dans la contrôle absolu, en fait, en plus que le contrôle, ils aiment l'argent, le retour sur investissement et l'image de l'entreprise. Et ils arriveront à faire un équilibre au bout d'un moment, quoi. Mais alors, ça serait quoi la bonne image pour l'armée? C'est qu'ils se mettent à recruter des gens, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Tu vois? S'ils vendent plus de rafales, je suis content pour eux, mais si le but c'est qu'ils enrôlent des gens à la fin du jeu de rôle, je suis pas sûr que nous on s'en sort. On n'a pas spécialement envie de... à part si on est sur un porte-avions avec un rafale. Là oui. Voilà. Là oui. Voilà. Là j'ai dit. J'adore ce moment où Daz dit moi l'armée jamais, sauf oui. la petite limite. Mais non, mais parce que comme tu le dis très bien. Chacun assis dans un tank sur un porte-avions. Tu mets le taquet tellement haut que tu sais que ça marchera jamais. Donc moi je te dis ouais, on fait un jeu de rôle avec l'armée de l'air quand tu veux, du moment qu'on est sur le Charles de Gaulle avec un ou deux rafales derrière, tu vois. Je sais que ça se produira pas. Donc. Chaque personne a son prix et le prix de Daz c'est un porte-avions. Un porte-avions et deux rafales. Ça va. Chacun son prix. Chacun son prix. Lydia, est-ce que tu tirais une limite en termes de collaboration ou de sujet si on t'en proposait une? Oui, ouais. oui. Oui, j'aurais du mal à participer à quelque chose qui est contraire à mes valeurs, c'est sûr. Même si tu pouvais apporter ton point de vue, par exemple. Là, vraiment, je me fais l'avocat de diable, j'essaie de chercher la zone grise, justement. C'est la différence entre ce qu'on disait tout à l'heure. Si c'est un jeu de rôle pour débattre de est-ce que l'armée est indispensable ou pas, et que c'est pas forcément le client, peut-être. Mais si c'est le client qui demande à la fin un certain retour sur investissement, là, non, c'est sûr. Donc je suis un peu... C'est un peu ce qu'on a fait avec le CNES, tu vois. Avec le CNES, on a accepté... Tu peux rappeler du temps avec le CNES, parce qu'on a vu le slide passer assez vite, je vais retourner pour que tu y vas. Le CNES, c'était une collaboration avec du coup, le CNES, et en fait, c'était Mission Lune, où on envoyait du coup Ultia, Mister MV, Hugo Lisoire et Jean-François Clairvoy dans une fusée en direction de la Lune, avec un JDR fait évidemment par Fibre Tigre. Et clairement, le but de ce jeu de rôle pour le CNES était de faire la promotion, enfin de recruter des gens à la fin. Donc on a eu une session de présentation des différents postes, etc. et qui était de dire tout le monde peut travailler au CNES, n'hésitez pas, si l'espace vous fait rêver à venir, etc. Donc ça, oui, avec le CNES possible, mais typiquement je pense que l'armée c'est exactement ce qu'il voudrait. Je ne suis pas sûr qu'on ait envie de faire ça, quoi. Donc voilà, c'est toujours effectivement le... En fait, ça dépend vraiment du résultat attendu par le client. Ouais, en fait, c'est juste ça. Ouais, si les gars ils disent
on est en partenariat, mais si jamais on a une image de merde à la sortie, c'est pas grave, bah ok, on va le faire. Ce qui n'arrivera jamais. Ce qui n'arrivera jamais, évidemment. On peut toujours évidemment rêver. Est-ce qu'il y a des sujets, là on en parle, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne pourriez pas toucher sur l'actuel play parce que trop sensible, trop compliqué à gérer, trop compliqué à jouer, trop compliqué à écrire peut-être, qui demande trop de, je sais pas, qui ne laisse pas de place peut-être à l'impro ou au gag? Est-ce qu'on peut tout faire Fibre Tigre en actual play? Techniquement, non, on ne peut pas parler de sexualité, par exemple, sur Twitch. Donc, à moins d'utiliser beaucoup de métaphores, ce qui serait très intéressant, mais... donc, Ce serait lourdingue, je pense. Ce serait vraiment lourdingue. Mais oui, donc tout le périmètre de la sexualité, je pense qu'il y a des sujets... il y a divers sujets politiques qu'on peut pas... Mais quand tu parles de sexualité, c'est juste parce qu'il y a des termes pornographiques ou des visuels ou... Non, mais tout simplement parce que Twitch ne l'accepterait pas, je pense. Twitch, le support Twitch ne le prendrait pas en compte. Après, puis pour moi, ça me brancherait pas. Par contre, je ne me sens pas capable de faire des histoires d'amour, mais je pense que ça va être une nécessité. Ça va même être les futurs hits des... J'ai tellement hâte que tu t'écris des fanfictions au passé simple. Voilà, c'est ça. Et qu'on joue dedans. Victor, est-ce que tous les sujets, est-ce qu'on peut tout faire en actual play? Ou c'est des trucs vraiment compliqués quand même? Je pense que tous les sujets à débat, enfin pas à débat, mais c'est toujours compliqué, quoi. Ouais. Tu vois, on peut parler même, par exemple, le nucléaire, on peut parler, enfin tu vois, tous les sujets qui sont compliqués, il faut toujours bien les amener. Moi, je pense que globalement, Fibre est capable de tout faire et de tout amener. Il faut juste le bon angle et, comme disait Daz aussi, entre guillemets, le bon client, quoi. Tu vois, l'armée, on prend, mais même le nucléaire. Hein, si le nucléaire, la finalité, c'est de pas en faire la pub, mais de dire, enfin voilà, un état enfin je sais pas, tu vois, c'est quelque chose qui est potentiellement faisable, quoi. Ah, c'est compliqué quand même. C'est toujours compliqué, ouais. C'est compliqué, ouais. Tous les sujets sont possibles, Lydia, Daz, pour vous? Franchement, peut-être éviter les sujets d'actualité. Ok, mais c'est marrant parce que du coup, je vais te poser une question qui va à l'inverse après. Mais des sujets trop chauds, tu veux dire? Trop chaud, ouais. Ou alors très clivant, comme ce qui se passe en ce moment. Moi, je serais pas du tout chaud pour faire un jeu de rôle, jeune banlieusard versus la police, tu vois. Ouais, ça serait un sacré boulot pour que ce soit un énorme malaise. En fait, le risque que tu as, c'est aussi d'être taxé d'opportunisme. Tu vois, et de surfer sur n'importe quoi pour faire du buzz. Les FDP de la crise. Exactement. Et je sais que ça, c'est fondamentalement l'état d'esprit de Fibre Tigre. Et c'est pour ça que nous, on sert aussi de barrière, un petit peu de garde-fou, tu vois, sur ce genre de sujet, quoi. Moi, je suis d'avis contraire par rapport à ce que vient de dire Daz. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand il y a un fait d'actualité, il est traité par les chaînes d'actu BFM TV, CNews, en prenant 4 éditorialistes. Et en gros, ils disent, moi les émeutes, je suis pour, moi les émeutes, je suis contre, super gars, tu vois. En gros, ça sert à rien. Par contre, le jeu de rôle, il permet d'avoir une analyse hyper poussée. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, est-ce que vous êtes pour les émeutes, on vous dit, il y a des émeutes, vous êtes Macron, vous êtes Darmanin, vous êtes Éric Dupond-Moretti, vous êtes en pleine crise, premier jour d'émeute, qu'est-ce que vous faites? Et là, vous êtes à la place de ces gens-là. Et l'idée, c'est, on a taffé en amont. Et la question, c'est, est-ce que vous allez refaire les mêmes conneries? Et la réponse, c'est probablement. Parce qu'en fait, vous allez faire quelque chose de différent. Et cette chose différente, ils ne l'ont pas fait pour une bonne raison. Donc, tout petit pas par petit pas, en fait, vous allez vous mettre à faire les mêmes bêtises que font le gouvernement. Et on va comprendre pourquoi par la simulation. Et voilà. Je pense que ce serait une bonne façon de travailler. Malheureusement, ça nécessite beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas le faire. Parce que là, en fait, tu défends l'action du gouvernement, c'est parfait, c'est super. C'est super. Et l'action du gouvernement, malheureusement, aussi mauvais que soit le gouvernement, je crains qu'il obéisse à une logique. Et il obéisse, il y a des contraintes, il ne fonctionne pas de façon random, même si on a l'impression. Et la question, c'est comprendre cette logique, pas pour l'imiter, pas pour dire « je suis d'accord avec eux », mais au moins de la comprendre pour la maîtriser. Bah viens, on en fait un podcast alors, mais pas en JDR, s'il te plaît. Vous verrez. Donc là, on revient sur ce que tu dis dans le slide. Peut-on imaginer une approche de débat qui ne serait pas de l'affirmation de l'opinion, mais de la pure simulation? Exactement. C'est super compliqué, parce que les gens qui prennent le stream en cours, qui n'ont pas eu la mise en contexte de début de partie, ils ne comprennent pas qu'on est en train de faire de la simulation, tu vois. Ouais. Ils vont nous voir débattre. Je pense qu'on a des petits warnings. Beaucoup de warnings partout. C'est ça, en fait. Alors, c'est très bonne remarque, puisque c'est un sujet que j'avais travaillé avec Le Figaro.
Et Eugénie Bastier, qui était pressentie pour faire ce type d'émission, m'a dit oui, mais si je tiens un propos de gauche et qu'il n'y a pas un panneau qui dit ceci est une parodie, comment je fais? Je suis grillé. Et c'était un vrai problème pour ces commentateurs. Voilà. Protégeons Eugénie. Lydia, est-ce qu'il y a des... Je n'ai pas pu te poser la question, s'il y avait des sujets aussi qui étaient des no-go ou des sujets qui t'intéressaient sur un setup, justement, ces fameux setups qui sont un peu réalistes, peut-être trop chaud pour Daz. Est-ce que toi, tu es d'accord sur le fait de prendre du recul quand c'est un peu trop chaud? Est-ce que tu es comme Fibre, en fait, tout est possible, tant qu'on est sur le coup de simuler un peu les réactions des gens? En vrai, je suis un peu entre les deux. C'est vrai que le faire tout de suite, c'est peut-être un peu précipité, ça peut être qualifié d'opportunisme, etc. Mais en même temps, c'est vrai que le jeu de rôle étant un outil empathique, c'est toujours intéressant aussi de voir les choses de l'intérieur. Donc, peut-être pas tout de suite, immédiatement, mais moi, je trouve qu'à peu près tous les sujets, pour avoir fait du coup le droit d'asile, tout est intéressant en vrai. C'est vrai que sur le papier, le droit d'asile, ça faisait vraiment peur de se dire que tu allais participer à ça, et oui, finalement, c'était intéressant. Oui, c'est ça. Après, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile, mais justement, ça fait partie aussi de l'exercice. Est-ce que justement, rétrospectivement, en sachant comment tu l'as ressenti après coup, si tu le savais, si tu l'avais su avant, tu l'aurais fait quand même? Ah oui, je l'aurais fait. Ouais. Ouais. En fait, Et c'était intéressant, c'était un piège. Je ne lui ai pas dit que c'était difficile. eh ben voilà. Mais pour que ce soit difficile, parce que sinon elle se serait préparée, elle aurait dit je vais réfléchir plus. Mais en fait, les juges des droits d'asile, c'est des mecs qui prennent un café le matin, qui parfois sont mal réveillés, ils viennent de se disputer avec leur femme, et ils sont obligés de dire à un migrant tu dois te dégager parce que tu n'es pas dans les cases. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, exactement. Moi, je suis d'accord. Out of context. Vivement le clip. J'espère qu'il y a marqué ceci est une simulation, hein, bien sûr. Tout ça, c'est... On vit dans une simulation, bien sûr. On vit dans une saucisse. Question finale avant qu'on attaque les futurs. Je retourne la question. Game of Thrones adore s'aventurer hors des setups heroic fantasy, science-fiction, pour aller dans des setups plus réalistes et parler de société, de politique et parfois de politique politicienne. À l'inverse, on s'est rendu compte que Game of Thrones, même quand ils sont dans des setups surréalistes, c'est-à-dire avec des dragons, avec des fusées, ça ne peut pas s'empêcher, mine de rien, de se retrouver à prendre des décisions, à imiter, à parodier des choses de notre société, de la politique, quitte à aller complètement dans le méta, dans l'anachronisme, dans le clin d'œil, dans le quatrième mur. Comment, enfin j'ai ma réponse personnelle, mais comment c'est arrivé chez vous naturellement le fait qu'à tous les étages, on transforme souvent des sessions de Game of Thrones en petites fables, petites métaphores de ce qu'on voit actuellement? Est-ce que ça vient de l'auteur? Est-ce que ça vient des joueurs et des joueuses? Est-ce que ça vient du réalisateur qui rigole encore plus fort que les joueurs? Ça vient un peu de toi, Lame, parce que quand on a conçu l'émission, il y a eu une demande qui était venue du producteur qui était JVTV/Webedia à l'époque, qui a dit, attention, alors ils se sont dit, mais ils avaient cette préconception de dire, les gens sur Twitch ne connaissent pas le jeu de rôle. Donc tu vas faire quelque chose qui est un peu axé jeu vidéo, ultra simple, et si possible un peu français. Et donc, il y a de la bouffe, on trompe sa femme et on fait attention de ne pas payer ses impôts. Enfin, on essaie de payer le moins possible d'impôts. C'est ça être français fibrotique, c'est la bonne bouffe, tromper sa femme et pas payer ses impôts? J'ai envie de dire oui. Kiffez-moi ça, kiffez-moi ça, bien et sûr. donc, non mais il y a des histoires d'amour diverses, voilà. Et donc, et effectivement, il y a une sorte d'ADN qui fait que on essaie effectivement d'aller au-delà de. Il y a des orques qui attaquent un village, il faut s'en débarrasser, tu vois. C'est des petites histoires quotidiennes et tout est politique, donc on y retrouve la politique. Lydia, on a vu que plusieurs fois, on a dû prendre des décisions pour gérer des villes, gérer des pays, réformer. On s'est retrouvé littéralement maire de certaines cités et on s'est retrouvé à rigoler de voir ce que c'était que gérer, de faire de l'urbanisme, de la justice sociale, l'univers carcéral, plein de choses. Tu te rappelles de ces moments ou pas? Oui. Ouais, c'est des épisodes un peu spéciaux où parfois on doit prendre le lead sur une région ou un pays et puis essayer de tout repartir, tout reconstruire de zéro avec des mesures quand même globalement plutôt socialistes. Oui, on s'est rendu compte, oui, finalement. Donc, c'est un peu le constat qu'on avait fait. Mais ouais, c'est intéressant de voir quand même que tu as toujours un peu des biais qui reviennent
Sauf quand tu es à fond dans un perso. C'est un gigabiais justement de jouer à ce point-là en fait. Oui, toi, Das, avec tes persos qui sont globalement de gauche et localement de droite. Ouais. Non, mais moi, Il y a beaucoup de clins. Toi, tu fais quand même beaucoup de clins d'œil dans tes interventions, dans les setups, en tout cas, fantasy. Bah, je suis obligé, ouais, parce que l'univers fantasy, moi, je le trouve ultra pauvre en vrai. D'accord. Celui d'Aria particulièrement, pour moi, c'était genre un terrain vague, il n'y avait rien, tu vois, fallait tout construire. Et non, mais c'est vrai, en fait, tu sais, si tu restes dans les clichés du truc, tu vas rien proposer en vrai. Tu vois, tu vas faire que des trucs qui ont déjà été vus 250 000 fois, alors que créer une fromagerie et l'appeler monastère amer, bah ouais, tu vois, c'est tout de suite, tu places, tu élèves un peu le truc, tu fais des références à Netflix, tu fais des références à certains magasins d'électroménager, tu fais des références à plein de trucs, et ça permet déjà d'embarquer les gens. Et effectivement, quand j'entends Victor en régie éclater de rire, je sais que moi, c'est mon baromètre. Je suis bon public. Moi, je sais qu'on a tapé juste. Victor est notre 5e joueur autour de la table. Ah, complètement. C'est notre validation. On termine avec, avant qu'on garde quelques minutes pour poser des questions, hop, je reviens ici. Les futurs possibles, on va évidemment se projeter, même si Game of Thrones est un projet finalement ultra expérimental, parce qu'on passe notre temps à tenter des choses devant comme derrière la caméra, comme sur les sujets, comme les interprétations. Est-ce que vous voyez chacune des secteurs où vous voudriez aller, notamment sur les sujets de société et la politique, comment ça pourrait être traité sur des thèmes, des line-up, des réals, que sais-je encore. Pensez ça autrement. On voit aussi, effectivement, on avait tenté la démocratie au Frame Social d'Avignon avec le public qui pouvait voter avec les lumières de leur smartphone. Et on voyait les votes s'afficher. Il y avait une belle démocratie qui allait. Donc ça peut être aussi ça. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui a une petite envie ou une petite piste pour le futur ? Bah, moi, déjà, de base, à chaque fois qu'on a fait des sessions en public, on s'est régalé. Et moi, ouais, ça serait vraiment de les faire en public tout le temps, en fait. Parce que et donner une voix au public ou pas donner une voix au public ? Ouais, moi, je trouve que le truc super malin que Fibre a fait, c'est justement de laisser le chat prendre des décisions pour nous, aussi, qui orientent l'aventure, et ça, c'est génial. Et le faire directement, là, à Avignon, avec les petits volets de couleurs qui mettaient devant la lumière des smartphones, effectivement, on voyait tout de suite la salle s'illuminer avec des couleurs différentes. C'est super cool, en fait, de vivre ce genre de truc, quoi. Plus de public. On envoie le message à Mister MV, bien sûr. Mais, évidemment, bien sûr. qui stresse d'avance. Ouais, c'est quand même aujourd'hui, on se rapproche petit à petit beaucoup du théâtre vivant, quoi. Donc on va, on en a parlé, il y avait Game of Thrones Justice qui était un gros challenge pour toi, mais qui était pas un jeu de rôle politique, mais avec un setup de série télé, mais quand même plus réaliste. En expérimentation, auquel on s'est beaucoup amusé. Et c'était vraiment trop bien. Donc ouais, je pense en public, moi, c'est un peu le futur. Autour d'une table aussi, je pense que c'est important de dire que la table est quand même aussi un peu importante. Il y a un grand débat actuellement sur autant que tu autour d'une table. Voilà, de temps en temps, c'est bien la table. Justice, c'était vraiment très très bien, mais c'était aussi bien la table. Donc un peu des deux. Et puis je dirais, moi j'aimerais... mon jeu de rôle que j'aimerais beaucoup faire, c'est sur vraiment un truc d'e-sport, quoi. Donc, tu vois, soit gestion d'équipe, mais tu vois, ça, c'est un peu... mais c'est vraiment un thème que j'aimerais bien réussir à développer. Je l'ai balancé à Fib, mais Fib, le jeu vidéo, pour lui, c'est Slay the Spire et c'est tout, donc c'est compliqué, quoi. Un jeu de rôle sur l'e-sport, il y aurait de quoi faire, hein. Ouais. En fait, donc, la saison 8 de Game of Thrones sera financée partiellement par le CNC. Et sur une promesse qui est de travailler sur l'entertainment du futur. Et avec cette idée de, c'est quoi la série Netflix en 2030, par exemple? Qu'est-ce qu'il y aura sur Netflix en 2030? Et on remarque, c'est un constat, qu'il y a un report des audiences de la télé, de la radio, des médias linéaires sur Twitch. Aujourd'hui, Twitch grossit aux dépens des autres médias. Donc pourquoi? Parce qu'il y a de l'interactivité, parce qu'il y a du direct, parce qu'il y a une certaine franchise. Et donc si demain, admettons, cette audience elle est énorme, et que la télé, on l'a vu, France Télé, il y a quelques jours, s'est mise sur Twitch, donc la télé commence à faire du Twitch, il y aura un besoin de fiction. Je ne pense pas que l'actual play, c'est le futur de la fiction. Par contre, il y aura en 2030 une fiction sur Twitch, ou sur un autre Twitch, on va dire. Et à quoi ressemblera cette fiction? On est en train de travailler dessus. Et une des pistes de départ, ce sera l'actual play. Parce que finalement, on se raconte des histoires en improvisation, avec le chat et en interactivité.
On a les éléments fondamentaux, on va essayer de travailler dans cette voie-là. Intéressant, parce que je vois le panel d'hier où plus il réfléchissait, plus il se retrouvait dans un terrain entre l'actual play et le jeu vidéo. Là, c'est marrant de voir que ici, côté Game of Thrones, on se retrouve sur une intersection qui pourrait être entre l'actual play et la fiction télé. Mais encore une fois, c'est des pistes intéressantes. Lydia, est-ce qu'il y a une envie, un sujet ou effectivement un setup matériel ou technique qui te donne envie pour les prochaines sessions de Game of Thrones? Mais c'est un peu ça pour moi aussi, le dernière émission qu'on a fait qui avait un côté très sitcom au début. C'est vrai qu'on on a récréé un sitcom, ouais. C'est ça, ça nous a beaucoup plu, enfin moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Et ouais, un truc entre la sitcom mais en gardant l'interactivité, en gardant peut-être en public, hein, ça va être un vaudeville sur scène. Mais ouais, un programme qui garde un peu ces deux idées-là. Un sitcom interactif en public. Sitcom interactif en public. Ça veut dire beaucoup de budget, quoi qu'il arrive. Je vois déjà Victor qui est en train de suivre un peu. Mais ce serait beau. Ouais, non, mais c'est bien la fantaisie autour d'une table, c'est tellement plus simple d'un coup là. Elle est peut-être la fantaisie, hein, c'est de dire on va faire un truc en public, sans sponsor, on fait ce qu'on veut, on dérape dans tous les sens. C'est peut-être là la fantaisie. On arrive à la fin de cette conférence, on va attaquer les questions-réponses, mais on peut déjà évidemment applaudir nos intervenants Fibre Tigre, Luciano, Lydia __M et DasJDM. On a quelques minutes pour des questions. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question autour du jeu de rôle et notamment des setups plus réalistes et peut-être plus poétiques ou sociétaux des jeux de rôle? C'est très spécifique hein, quand même. Ils t'ont pas écouté, film, il n'y a personne qui pose des questions. La première On a question tout est dit en fait. Ah, une question, vas-y. Alors, il y a un micro qui est disponible juste là. Voilà. Non, le micro. Ouais, au micro, c'est mieux pour les gens sur le stream, Ah en oui, fait. il y a des gens sur le stream. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, on m'entend bien? Très bien. Ouais. Très bien. Ma question, c'était sur une partie du slide, qui est un des premiers slides, où il y avait marqué instruire et pas éduquer. Ouais. Et moi, je suis très intéressé par la politique sur Twitch, mais pour moi, la question vraiment principale, c'est comment on peut instruire des gens sur des questions politiques sans forcément les influencer. Est-ce que vous avez des mécaniques ou est-ce que vous avez réfléchi au sujet à ce niveau-là pour vraiment essayer de donner le maximum d'informations sans virer d'un bord ou de l'autre? Instruire mais pas éduquer, c'est une volonté, ça ne veut pas forcément le résultat. Mais effectivement, l'idée, c'est pas de faire une émission politique en disant Twitch est un peu de gauche, on est tous un peu de gauche, et on va faire une émission pour vous dire la gauche c'est trop bien. Il faut au contraire dire, vous savez quoi, on va avoir tout le panel des représentants politiques et toutes les idées vont être prononcées et vont être débattues. Et je ne vais pas arriver à la fin en disant hey, vous avez vu les idées de gauche, c'est vraiment trop bien. Tu vois, en fait, on instruit, on donne les informations, vous avez toutes les informations, maintenant, vous faites votre propre opinion. Et éduquer, justement, c'est l'inverse. C'est dans certains jeux, par exemple, des jeux vidéo, si tu te comportes bien, tu vas avoir une meilleure récompense que si tu te comportes mal. Donc en vrai, même si tu es un salaud, tu vas dire, tu sais quoi, je vais me comporter bien, comme ça je serai plus récompensé. Mais en vrai, tu ne sais pas si, au fond de toi, tu aurais fait le bien ou le mal s'il y avait eu des récompenses identiques. Et d'ailleurs, dans la vie réelle, quand tu te comportes mal, quand tu es violent, quand tu ne payes pas tes dettes, en fait, en vrai, tu réussis plus. Les tricheurs réussissent dans la vie réelle. Donc, les jeux vidéo, c'est un peu une fiction. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'instruire. On raconte objectivement les choses sans éduquer. Voilà. Merci beaucoup pour ta question. Merci pour ta question. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Oui. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. J'ai une petite question donc. Parle bien dans le micro, ouais. Une petite question sur le jeu de rôle sur le long terme en fait. Parce qu'au niveau de la politique, des fois sur les choix qui sont faits, c'est plutôt du court-termisme. Et je voulais savoir s'il était possible de faire un jeu de rôle sur le long terme, sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années. Oh. Au niveau de la narration? Exactement, pour voir en fait tous les impacts au niveau d'une politique et la voir évoluer, voir comment on peut changer le comportement des gens, le comportement d'une ville avec un impact politique. Oui, alors c'est possible. Pourquoi on ne le fait pas? C'est intéressant parce que vu que vous êtes un public de gamers, on peut mettre en parallèle deux jeux vidéo, XCOM
et Massive Callis, qui sont 2 jeux de tactique qui sont identiques. Et XCOM, c'est on a un petit squad de soldats, et Massive Callis, on a un petit squad de soldats, à part que dans Massive Callis, on fait un combat tous les 100 ans, et 100 ans plus tard, on joue les enfants, et ainsi de suite. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne crée pas d'affect avec des gens qu'on ne rencontre qu'une fois sur le champ de bataille. Donc XCOM est beaucoup plus fort. Donc on peut imaginer ça dans le cadre d'un jeu de rôle pédagogique, mais je ne ferai pas ça, on va dire, dans le cadre d'une campagne où les viewers ont envie d'aimer des personnages. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, il y en aura peut-être dans la saison 8, épisode 2. Voilà. Super. Bon, bah, merci beaucoup. Oh. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut poser une autre question? Oui, encore une question. Bonjour. Bonjour, bonjour. Petite question, à quand un actual play sur l'univers de l'influence? Parce que justement, on parle d'instruire et non d'éduquer. Et je pense que beaucoup de gens ont besoin d'instruction sur cet univers un petit peu. Oh là là, tu veux dire Bien que ça. Daz ferait Thibaut Chef qui fait une OPSP pour le 1 mètre terre? Oh là Je là, suis non. super chaud. Oh ben non, je peux pas. Non. Je suis super Vous avez 30 secondes pour en parler, mais c'est vraiment trop bon. On l'a déjà fait 2 fois. Il faut écouter Studio 404, qui s'appelle Aventure à la Silicon Valley, où on avait une influenceuse autour de la table. Et également dans Mission Lune, un des 4 astronautes qui part est un influenceur TikTok. Voilà. Mais est-ce que ce serait dans le milieu de l'influence, notamment? Parce que c'est comme un jeu de rôle dans l'e-sport. Il y aurait des écuries, des athlètes, des hauts, des bas. On peut le faire, mais j'ai peur que ce soit contre-productif parce que malheureusement, l'influence, comme être trader, tu gagnes beaucoup d'argent en faisant ces bêtises-là, donc voilà. Malheureusement, peut-être ça susciterait des vocations. Ouais, Ça vous botterait, Luciano, Lydia, Daz, de faire un jeu de rôle d'influenceur dans le milieu de l'influence? On n'arriverait peut-être pas à distinguer la réalité de la fiction. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est Il y aurait beaucoup de balles qui... Mm, mm. Ouais, j'avoue, Un ce peu serait- compliqué, ouais. On le garde en tête. On le garde en tête. Merci beaucoup, en tout cas. S'il y a une... Non, on doit terminer. Il n'y aura pas le temps de faire une question du coup dans le public parce que il faut qu'on tienne le timing. Par contre, l'équipe se tient à dispo. On va se mettre juste à côté de la salle si vous voulez. Merci beaucoup encore. On peut les applaudir. Merci. Daz, Lydia, Luciano et Fibrotic. Merci aussi à la prod de la salle Nom Nom. On laisse évidemment la salle libre pour la prochaine conférence et nous on se retrouve juste à la sortie. Merci beaucoup. Merci. Merci.